Bonjour. Très rapidement, enfin en 14 minutes, je vais essayer de vous raconter l'histoire de Jennifer et qu'est-ce qu'on a fait et où on en est. Donc en réalité, Jennifer, c'est une entreprise qui existe depuis 38 ans, qui a été archi-leader sur les 15-25 ans, pendant, je dirais, pratiquement pendant 15-18 ans. Sur son marché. Alors, il y avait donc plusieurs raisons. D'abord, c'était une enseigne précurseur sur le marché du retail, puisqu'il y avait en France peu de concurrence et peu d'offres. Et le marché s'est transformé, puisque dans les années 2000, beaucoup d'enseignes internationales et étrangères sont arrivées, dont Zara, H&M, Bershka, enfin tout le groupe Inditex. Encore aujourd'hui, des nouvelles enseignes telles que Primark. Et la concurrence donc s'est renforcée. Et la survie d'une enseigne pionnière, quand des nouveaux arrivants arrivent, c'est de se renouveler. Et Jennifer n'a pas su prendre ce virage et donc a subi, au fur et à mesure des années, des chutes de chiffre d'affaires, a manqué de moyens face aux concurrents qui devenaient de plus en plus gros. On vous entend parler, hein, madame. C'est un peu gênant, merci. Face aux concurrents donc, qui ont eu des gros moyens pour se développer et avoir des actions marketing très fortes, on était sur une culture d'enseigne française retail qui n'investissait que dans ce qu'on appelle les pas de porte, donc le droit au bail. Donc l'idée, c'était d'acheter un magasin dans une rue commerçante avec beaucoup de flux et d'attendre que le client passe, comme sur Internet, il y a un taux de transformation, hein, vous avez X milliers de personnes qui passent et vous avez un pourcentage qui rentre. Et sur ce pourcentage de gens qui rentrent, le taux de transformation physique est beaucoup plus important que le taux de transformation digitale, puisqu'il est dans le textile entre 15 et 25%. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui rentre, vous avez un client sur 4 qui achète. Et ça a été donc la stratégie. Les enseignes françaises se sont développées comme ça, ont ouvert énormément de magasins, ont maillé le territoire. Et alors que les enseignes étrangères n'ont pas fait cette stratégie, eux ont ouvert beaucoup moins de magasins, mais ils l'ont fait de façon mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une enseigne comme Zara, que tout le monde connaît ici, n'a même pas cherché Léna, mais je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Elle est là. Je crois qu'ils ont combien? 120 magasins, c'est ça, hein, c'est ça. Donc Zara, qui est une enseigne hyper connue, qui est leader, un des leaders en France, n'a que 120 magasins. Quand vous prenez une enseigne telle que Camaïeu, ça a 500-600 magasins, Promode 300, Jennifer en a plus de 300, on avait 350 quand je suis arrivé, etc. Donc ces leaders mondiaux, on peut mailler le territoire, mais on l'ont maillé le monde. Donc sont devenus des enseignes internationales avec une stratégie donc de différenciation, d'offres, de marketing, etc. Donc en reprenant cette entreprise, je reprenais une entreprise en difficulté qui avait chuté quasiment de 20% sur son chiffre d'affaires en 3 ans. 20% sur une entreprise qui fait pratiquement 400 millions d'euros. Je vous laisse faire le calcul. Vous avez compté ? Il n'a pas suivi. Bon, 80 millions donc d'euros en moins sur le chiffre d'affaires. 80 millions, vous enlevez la TVA, ça fait donc 80 moins 16, 64. Et 64, vous enlevez la marge, ça fait 30 à 50% net, ça fait 32 millions. Donc vous enlevez 32 millions sur un chiffre d'affaires de 400, autant vous dire que en réalité, vous enlevez tout le résultat. Donc, entreprise qui se trouve en grande difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On s'est dit, finalement, qu'est-ce que c'est d'abord un nom? Cette boîte, aujourd'hui, a une mauvaise image, est bourrée de stéréotypes, puisque les clientes, aujourd'hui, sont les mères de nos clientes d'aujourd'hui. Donc toutes les femmes de 35-45 ans ont connu Jennifer et ont des enfants qui pourraient consommer chez Jennifer. Mais elles ont un stéréotype négatif sur cette marque parce qu'elle n'a pas su se réinventer. Donc une marque qui dégage une image de cagole, une marque de gamine, une marque de beauf, une marque cheap,
etc., etc. Et donc, on a pris le contre-pied en disant, très bien, alors on a fait ce travail avec une agence qui s'appelle Buzzman, hein, qui est très connue. On a dit, OK, très bien, c'est vrai, peut-être qu'on est un peu tout ça. Et après tout, so what? C'est notre ADN, c'est notre héritage. Et finalement, aujourd'hui, personne ne choisit son héritage. Donc vous qui êtes là dans la salle, vous n'avez pas choisi ni votre prénom, ni vos origines, ni votre couleur, ni votre histoire. Donc finalement, nous, on a hérité de Jennifer. On n'a pas décidé du nom. Le nom, franchement, on le trouve... Enfin, j'appellerai pas ma fille Jennifer, ni mon fils Kevin, mais donc c'est quand même un prénom qui était très à la mode, excusez-moi pour les Kevin, c'est un prénom qui était très à la mode dans les années 80-90, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Jamais j'aurais appelé ma boîte Jennifer. Donc on s'est dit finalement, au lieu de ne pas assumer, on va assumer et on va en faire un combat. On va faire un combat sur le no stéréotype, le zéro étiquette, le ne me jugez pas sur mon apparence ou sur mon nom. Et on a lancé cet hashtag zéro étiquette et on a décidé de ne pas changer de nom. Hein. Donc j'ai racheté cette entreprise avec des investisseurs et beaucoup me disaient, et toujours les bons conseils surtout, enfin des financiers, ils me disaient, mais tu n'as qu'à faire, t'as qu'à enlever, t'as qu'à appeler la boîte Jenny. Voilà, ça c'était super stylé, mais ça n'avait aucun lien avec l'histoire. Et finalement, ce qu'on a décidé, c'est de dire, don't call me Jennifer. Tu n'aimes pas ce nom, ne m'appelle pas Jennifer, je m'en fous. Et on va même aller plus loin, si tu veux, arrache les étiquettes de tes vêtements, on va les prédécouper. Tu peux arracher tes étiquettes, les jeter, puisque finalement, c'est quoi l'étiquette? Soyons sans étiquette. Et on a donc pris le contre-pied de ce nom. Et effectivement, il y a eu un phénomène viral assez fort, alors qu'on a évidemment accompagné, tel qu'on devait le faire, hein, avec des réseaux sociaux, avec du marketing, avec de la pub aussi physique. Et de là, la transformation a commencé. Et la transformation, elle a été profonde. Elle n'a pas été que via un nom, elle a été via le produit, via la cible. Cette enseigne n'assumait plus d'avoir une cible de 10-14 ans et de 15-18. Le slogan d'avant, c'était I am 20. Mais en réalité, cette enseigne, c'est une enseigne de préadolescents. Et il y a peu de personnes sur ce marché. On est leader sur les 10-15 ans. Donc on a gagné 3 points de part de marché en à peine un an, hein, selon Kantar. On a 12 points de part de marché sur les 10-14 ans. Le deuxième en a 9. Et on a 8 points, voire 8 points et demi sur les 15-18 ans de part de marché, le premier étant H&M. Donc quand on cumule les 10-18 ans, on est leader sur les 10-18 ans. Et donc on a endossé ce rôle de leader et on a assumé ce que l'on était. Et comment on l'a donc retranscrit dans le produit? On l'a retranscrit à travers de l'innovation produit, de l'innovation, non pas qu'on a rajouté un troisième bras à un pull, hein, mais de l'innovation dans la façon de faire les collections. C'est-à-dire qu'on a demandé à des influenceuses qui avaient une communauté, qui avaient 18 ans, de nous aider. Alors, attendez, d'ailleurs, excusez-moi, je dois juste faire un truc en même temps. Attendez, bougez pas, parce que j'ai promis justement à une de nos influenceuses stars, qui s'appelle Léna Situation. Donc, Léna, donc je te parle en direct. Voilà, le public est là. Vous pouvez dire bonjour à Léna. Ouais, vous n'êtes pas très sympa. Bon. Donc, on a changé notre façon de faire nos capsules et nos produits et on a fait notre première collaboration capsule avec une influenceuse formidable qui s'appelle Léna. Et Léna, en fait, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle n'a pas apporté que sa communauté, elle a apporté beaucoup plus. Elle a apporté sa connaissance mode. Elle a apporté ce que personne ne connaît sur le marché. Aucun styliste n'a 18 ans aujourd'hui dans une enseigne retail avec 500 magasins. Et finalement, elle est devenue notre styliste et a créé une collection qui a parlé à nos clientes. Et en plus, évidemment, elle l'a marketée. Donc merci Léna pour ton aide. Voilà, je lui avais dit que je lui dirais un petit mot, puisque la relation influenceuse, c'est un de mes boulots importants au quotidien.
Et donc, on a fait ça, pas qu'avec Léna, on a fait ça avec plein d'autres gens, on a fait ça avec plein d'influenceuses. En fait, on a transformé le métier de styliste en se disant finalement, les stylistes ne sont pas les stylistes. Les stylistes, qu'est-ce que c'est être un styliste finalement? C'est de comprendre la société. Qui comprend la société? Qui comprend la mode? Qui comprend le mouvement aujourd'hui de transformation qui se passe? Eh ben non, c'est pas une fille qui fait métro, boulot, dodo, forcément, et qui a fait une école de style. Ce sont pour beaucoup ces influenceuses mode, et pas que, ça peut être des chanteuses stars. On va faire une capsule avec une chanteuse de 18 ans, très jeune, qui a fait plus de 70 millions à 100 millions de vues sur YouTube. Mais ce sont des filles qui comprennent la société mieux que nous. Et on doit avoir l'humilité, nous dirigeants un peu plus âgés, avec nos collaborateurs, de laisser la place. Et on a transformé l'enseigne on est devenu une marketplace, en réalité Figital. Ça veut dire qu'on s'est dit, nous, notre savoir-faire, c'est la supply chain, c'est le magasin, c'est la logistique, c'est l'informatique. C'est une boîte qui, en 38 ans, s'est construite avec 2000 personnes. C'est quand même compliqué d'avoir 500 magasins, de gérer tous les jours cette organisation. Pas grand monde est capable de le faire du jour au lendemain. Ça prend des dizaines d'années. Et on s'est dit, finalement, on va mettre à disposition notre savoir-faire, nos modélistes, nos acheteuses, nos stylistes pour faire des fiches techniques, notre bureau en Asie, notre entrepôt de 35 000 m², etc., etc. On va le mettre à disposition de gens qui ont quelque chose à dire et qui ont un imaginaire à partager. Et donc aujourd'hui, on développe beaucoup de marques, on va dire, propres, hein, on n'est pas multimarque, mais qui sont faites par des gens qui ont quelque chose à dire, donc des influenceuses ou des artistes. Donc ça a été une énorme transformation. On vient de faire une collection avec Bilal, qui est un garçon formidable. On a fait une collection, vous pouvez la voir sur notre site internet, une collection No Gender. Il fallait oser le faire sur cette cible-là. Ça a eu énormément de succès. Il a présenté ses habits habillés avec une perruque de femme. On lui a permis, et je pense que pas grandes enseignes, grand monde aurait pu le permettre. Même le digital et les pure players n'ont pas cette diffusion, hein, puisqu'aujourd'hui faire 300 millions d'euros en France dans la mode sur un secteur défini comme le nôtre, personne ne le fait puisque nous sommes leaders. On lui a permis de diffuser à la plus grande échelle possible son imaginaire. Et il s'est éclaté, et il a fait les produits, et on l'a accompagné là-dedans. Donc voilà un peu la transformation. On est passé de Don't Call Me à DCM Jennifer. Quelle sera la prochaine étape? On ne sait pas. Mais en tout cas, le retail n'est pas mort, loin de là. Les magasins sont remplis. Allez voir samedi prochain un centre commercial, allez à Val d'Europe, Carré Sénart. Vous verrez que le monde ne vit pas qu'à travers l'immatériel, le digital, l'e-commerce. Je vous invite à vous balader en centres commerciaux. Quand on fait des meet-up, allez voir sur ma page LinkedIn, mon dernier post, c'est un meet-up qu'on a, et vraiment je vous invite à aller le voir, un meet-up qu'on a fait avec Léna sur l'île de la Réunion. Il y avait 2000 personnes. Donc il faut arrêter de croire que tout passe par le digital, le physique est là, et cette enseigne est sauvée, on peut le dire aujourd'hui, puisque notre chiffre d'affaires a reprogressé de ce qu'il avait perdu ces 2 dernières années en une année, donc c'est formidable, mais ce n'est pas grâce à la technologie, puisque je reçois des milliers d'emails de LinkedIn qui me dit je peux booster votre performance grâce à mon outil, vous allez faire du drive to store, vous allez faire du trafic, etc. Et quand on lit ces emails, on a l'impression que si on cumulait tous ces outils, on ferait plus 100%. Donc gardez de l'humilité pour ceux qui travaillent dans le digital et essayez de nous amener des vrais services parce qu'aujourd'hui la transformation c'est pas faite via un outil, mais c'est faite par la différenciation d'une valeur d'enseigne et par la différenciation d'un produit. Et n'oubliez pas qu'on vend des produits avant tout à une cliente et non pas uniquement un service. Voilà, merci. Merci beaucoup Sébastien.